On est prêt, moteur. Mademoiselle Deray, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Je sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Il nous faudrait quelque chose de dynamique et entraînant. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. On commence le jeu, les retardataires sont éliminés. Alors voilà, bienvenue dans cette nouvelle édition des Hallucinés. Ça sonnait. C'était intéressant. On attendait encore quelqu'un ? Je crois, non ? Bon, je vais ouvrir. J'ai cru que c'était fait exprès. Tata, je t'avais dit de venir directement à la maison. On allait commencer l'enregistrement de la nouvelle émission. Bah oui, mais je voulais venir vous apporter des crêpes, mais je les ai oubliées dans le train, puis je voulais voir tes amis quand même. Et je me suis dit que tu pourrais rien me refuser, c'est la journée de la femme. C'est la journée des droits des femmes, Tata. La journée de la femme, ça devrait être tous les jours. Bon, je vous présente les amis, Tata Suzette, les amis. Salut, bonjour Tata Suzette. Salut les jeunes. Oh, mais vous avez une petite nouvelle ? Oui, c'est Aurore, ça va être notre cerveau. Bonjour Suzette. Ah, bah c'est sûr qu'avec toi, il y en avait besoin. Hein. Merci Tata. Eh, mais c'est qu'elle est croquignolette, la pitchounette. Tata, ça se dit plus, ça. Maintenant, on est au 21e siècle. Et voilà, c'est le retour du père la morale. Tu te remets à faire ton petit prof. Ouais, mais n'empêche, c'est gênant. Je vais te dire, moi, ce qui est gênant. C'est quand tu fais tes imitations du Père Noël ou l'accent québécois. Gilles Vigneault s'en retournerait dans sa tombe. Je veux pas être méchant, mais je crois qu'il est pas mort, Gilles Vigneault, tu sais. Ouais, bah c'est pareil, tu vois ce que je veux dire. Bah non, parce que maman, elle disait toujours que je faisais super bien les imitations quand j'étais petit. Mieux que Jean Roucas même, c'est dire. Mais bon, un peu plus à gauche quand même. Hein. Ouais, bah c'est pas très compliqué non plus. Hein. Bon, on n'enregistre pas, donc si vous voulez, je peux vous en faire quelques-unes. Je commence. Monsieur Elkabach, je crois aux forces de l'esprit. Ouais, génial. Ouais, pas mal. Super. On est transporté là. Une autre ? Okay, une autre époque. Écoutez, crac, crotte de caniche. Ouais, non. Ouais, je suis pas sûr que ça va parler aux jeunes, pas ça. Encore. Allez, une petite nouvelle. Je m'excuse, Grégory, que Liliane fait les valises, on s'en va. J'ai pas la ref. Petite dernière pour la route. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Ah, Giscard. Ouais. Okay. Oui, bah merci d'appuyer mon point sur la gênance. Et c'est là qu'on voit toute la subjectivité du maire et la crédulité d'un enfant. Je m'en fous, d'abord, il n'y aura pas de traces, on n'enregistrait pas. Ouais, bon, sinon, ça se passe comment votre émission ? Tu vas encore nous casser les oreilles avec tes chansons ? Non, ça s'appelle les respirations musicales, Tata. Et on essaye de passer des titres qui... Ouais, on s'en fout. Bon, puis après... Vous dites toujours raconter n'importe quoi sur les films. Non, ça s'appelle le tir au pigeon. Et en fait, on donne juste notre avis. Ouais, mais il y a Pascal. J'avais dit que j'en ferais bien mon casse-croûte, mais en vrai, avec ses frisouilles... Tata, Pascal est marié, je te rappelle. Oh, mais je suis pas jalouse. Non, et puis souviens-toi quand même qu'il y a tonton Philippe aussi. Et puis tu sais ce qu'il dirait. Bon, là, Suzette, tu te calmes maintenant. À un moment donné, faut le laisser tranquille, le gamin. Ah, cette imitation-là, tu l'as bien, tu vois, quand tu veux. Bon, sinon, tu vas le laisser parler cette fois-ci, le Pascal, ou tu vas encore le censurer ? Ah non, la dernière fois, c'est lui qui s'était sacrifié pour l'émission, parce qu'on avait trop parlé pour la rétro 2023. Bon, étonnant, ça, vous parliez trop, ça vous arrive jamais, pourtant. Moque-toi. Je ferai jamais ça à Pascal, c'est un de nos piliers. Ah, un pilier ? Il est taillé dans un cure-dent, il est épais comme un sandwich SNCF. Tonton Philippe, depuis son sud-ouest natal, il rigolerait hein, s'il entendait ça. Mais non, Tata, pas pilier au sens rugbystique du terme, mais dans l'acception architecturale du terme. Et tu poses toujours tes questions débiles aussi ? Non, ça s'appelle le quiz, Tata, le quiz. Ouais. Et vous commencez avec qui ? Ça, c'est encore Martial qui a insisté pour débuter l'émission et il va torturer cette pauvre Aurore. Aïe. Interviewé, Tata. Et puis Aurore est une jeune femme brillante et elle ne se laissera pas faire. Et tu dis pas de mal de Martial, c'est mon ami et en plus, c'est à peu près le seul qui rit encore à mes vannes. Oui, bah c'est parce qu'il les comprend pas. Non, mais détrompe-toi. Il est très intelligent et avec plein de références, c'est une vraie belle personne. Ah tiens, en parlant de Martial. Tu enregistres, Jérémy, ça.
Ah tiens, en parlant de Martial, j'avais un message à passer pour son frère de la part de Big Ben. Non, Tata, t'as encore fouillé dans mon répertoire téléphonique. Ouais, juste un peu, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour lui souhaiter un bon anniversaire au gars Fab. Vu qu'il est quasi votre seul auditeur et que l'émission devrait débuter sa diffusion mercredi 13, et il voulait aussi lui dire que, promis, la prochaine fois, il mettra pas la langue. Bon bah joyeux anniversaire. Anniversaire, pas lui. Ouais, je tiens à te rassurer, Vanessa, c'est juste une blague de mec de fin de concert. Hein, Bon, Tata, va falloir songer à vaquer maintenant. Ah bah ça m'a fait plaisir de vous croiser. Hein. La prochaine fois, j'oublie pas les crêpes. Harvey, les jeunes. Harvey, Tata. Harvey, Au revoir, Tata Suzette. Dac, on fait comme ça, je te raccompagne. Et oublie pas de faire des toutous à tonton Philippe. Hein. J'ai cru qu'elle partirait jamais. Vous l'excuserez, hein, c'est une personne un peu âgée, elle est sans filtre et toujours à la limite du syndrome de la Tourette. J'ai entendu. Oups. Bon, on en était où? Ah oui, alors voilà, bienvenue dans cette nouvelle édition des Hallucinés avec au sommaire aujourd'hui... Florent? Oui. Tu l'as déjà dit, tout ça. Ah bon? Alors, bon, les Hallucinés, saison 2, épisode 5, c'est parti. Attention, vous êtes prêts? Action! Merci Florent. Bon, moi je me lance pas dans une imitation. Alors, pour une émission consacrée au cinéma, on reçoit aujourd'hui la personne invitée. Elle vit cinéma, elle respire cinéma et surtout, et ça nous va bien pour une émission radio, elle parle cinéma. Elle a été enseignante universitaire, médiatrice cinéma, animatrice de réseau des salles de cinéma. Elle est aujourd'hui membre de l'association G-Ciné dont elle va nous parler, entre autres. Alors, bonjour Aurore Fossard de Almeida. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, comme je l'ai dit, tu as fait plusieurs métiers dans le cinéma. Peux-tu nous dire déjà quel a été ton déclic, comment tout ça a commencé et puis aussi enchaîner sur ton parcours? Oui, merci. Merci. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Cette intro est très prometteuse de tout ce qui va se passer sur les heures à venir. Donc, alors le déclic, oh là là. Je dirais que c'est un déclic familial. Hein. J'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont montré des films très tôt, qui m'ont donné beaucoup d'envie. Et puis aussi, faut bien le dire, hein, le dispositif collège au cinéma, puisque c'est dans ce cadre-là que j'ai vu la Strada, je me souviens, hein, avec mon professeur de l'époque, François Gros-Piron, qui d'ailleurs continue de faire des présentations. Et par la suite, du coup, un parcours universitaire donc d'études cinématographiques qui m'a mené jusqu'à une thèse de cinéma. Au départ, pas par, pour être tout à fait honnête avec du recul, hein, pas par passion de la recherche au départ, mais plutôt pour un attrait pour l'enseignement et pour la transmission que j'ai identifié quand même assez vite. Et effectivement, ces années de thèse m'ont donné un cadre dans lequel j'ai pu à la fois enseigner, à la fois pour gagner ma croûte et puis pour éprouver un petit peu toutes les recherches, parce que c'est tout l'intérêt de faire d'enseigner le cinéma à l'université, c'est qu'en fait on se nourrit de ses propres recherches. Et donc ça c'est quelque chose qui m'a énormément porté. Donc pendant 10 ans, j'ai enseigné la photographie et le cinéma. Hein. C'est pas uniquement le cinéma. J'ai toujours été partagée entre ces deux amours-là. Et donc j'ai fait une thèse. Alors le deal, c'était que j'en parle pas trop longuement parce que ça peut aller très vite. J'ai fait une thèse. Paparazzi à l'écran. Voilà, sur la représentation des personnages de paparazzi dans le cinéma de fiction. Donc, en gros, voilà, l'idée, et effectivement, on pourra peut-être reconsacrer sur une autre émission du temps au sujet, c'était d'interroger, en fait, grâce au cinéma, une profession de la photographie, et notamment une profession qui était mise au banc. Être paparazzi, c'est clairement pas des lettres de noblesse. Et ça m'intéressait de voir comment le cinéma participait à construire un imaginaire collectif, et ça fera le lien avec notre sujet d'aujourd'hui, donc c'est assez commode, et créer aussi des hiérarchies sociales au sein de cette profession. Et cette thèse m'a en fait amené à questionner la célébrité, parce que qui dit paparazzi dit en fait célébrité, hein, en termes de représentation. Et j'ai trouvé ça, en tout cas moi j'ai adoré faire ça, hein, ça a duré 7 ans. Et au fil en fait de cette expérience, j'étais à l'international, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui me tient à cœur, puisque j'ai fait un master à Toronto.
Et ensuite, suite à ma thèse, j'ai été 1 an à Melbourne et en Australie plus largement, et où j'ai pu refaire de la photographie, où j'ai fait de la recherche en tant que chercheuse associée avec des laboratoires à Melbourne. En fait, quand je suis revenue dans la région, à Annecy, eh bien, j'ai eu envie quand même de me rapprocher du terrain. Je me suis rendu compte que j'avais appris plein de choses dans les livres, voilà, des conférences, des articles, plein de choses, mais en fait, que j'avais un vrai besoin de me rapprocher de ce qui se passait dans les salles de cinéma. Et donc, je me suis mise effectivement à faire de la médiation. Auprès de tous les publics, les jeunes, les moins jeunes, et à travailler notamment aussi, quand on habite à Annecy, on travaille, enfin, en tout cas on se rapproche du Festival international du film d'animation, et donc j'avais cette casquette qui me permettait à la fois d'enseigner toujours, d'être en contact avec les salles, d'être sur l'événementiel avec le festival, et donc à force de tout ça, j'ai eu la chance, l'opportunité de prendre un poste au département de la Haute-Savoie comme chargé de mission art visuel et cinéma, et qui là a ouvert vraiment le champ des possibles sur comment on fait quand on ne travaille pas dans le cinéma, parce que moi j'ai fait des films de fin d'études, etc., quand on fait des études de cinéma, mais pour travailler pour le cinéma, c'est plutôt comme ça en fait que je vois les choses, et du coup d'accompagner des projets, d'accompagner des structures, faire le lien entre les acteurs culturels des territoires, travailler pour le patrimoine, pour des dispositifs scolaires, pour des fonds de création. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et après 4 ans, de belles missions à ces niveaux-là, je suis passée sur une casquette plus économique, puisque j'ai eu l'opportunité de prendre la tête d'un réseau qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes in Motion, et qui est qui était, puisque la structure n'existe plus, mais qui visait à regrouper tous les acteurs économiques, les entreprises en lien avec les filières images et jeux vidéo sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, il s'agissait vraiment de faire lien, de construire un réseau et d'accompagner tous ces acteurs-là dans leurs projets, à la fois au niveau national et international, concernant le cinéma, les documentaires, le jeu vidéo, etc. Voilà. Ok. Et lorsqu'on a préparé cette interview, tu m'as parlé aussi que tu avais candidaté sur un appel à projet qui s'appelle Futura Cinéma, qui est un programme de recherche dont l'enjeu est la reconquête des publics 15-25 ans vers les salles de cinéma. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Oui, c'est un très beau programme. C'est un programme d'incubation, Futura Cinéma, dont je suis les activités depuis 3 ans. C'est la 3e édition du programme. Et en fait, j'ai le plaisir et la primeur de partager la nouvelle que j'ai reçue ce matin, qui du coup fait que j'ai été acceptée en fait dans le programme cette année pour du coup être incubée, comme on dit, c'est-à-dire en gros de participer pendant 1 an à des réflexions autour de projets qui visent à penser les salles de cinéma de demain. Je sais que ce sont des sujets qui vous parlent, qui nous parlent autour de la table, et donc l'idée c'est vraiment de faire du transsectoriel, comme on dit, c'est-à-dire de mêler différents acteurs, différents profils de différents secteurs pour participer à cette réflexion-là. Qu'est-ce qu'on sait très bien que les usages et les pratiques évoluent autour de nos salles, et surtout des salles de proximité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour accompagner les salles et les professionnels de ces salles à aller dans des modèles économiques qui sont pérennes, aller rencontrer des besoins, des envies des spectateuristes, en fait. Je me permettrai de parler à l'inclusif de cette manière. Et donc, ce programme Futura Cinéma est là sur ce plan très intéressant. Donc, ça va se passer sur 1 an avec plusieurs étapes au fil du projet pour faire évoluer les réflexions. J'ai vu que le thème cette année, c'est la coopération et transfert d'innovation entre cinéma et autres secteurs. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. C'est vraiment en fait, de faire éclater l'entre-soi. On sait très bien, mais comme dans beaucoup de secteurs, mais dans la culture, on a tendance on se connaît
toutes et tous, en tout cas très rapidement. Et parfois, ça nous met un peu à notre corps défendant, mais ça peut nous mettre des œillères en fait sur les possibles. Et c'est tout l'intérêt d'aller chercher dans d'autres secteurs, à la fois culturels, on parle de musées, de spectacles vivants, etc. Mais aussi vraiment sur l'étude de la data. Là, j'enfonce des portes ouvertes, mais pour essayer de faire évoluer les salles, en tout cas vers l'avenir. Et parmi tes nombreuses fonctions dans le cinéma, tu es aujourd'hui membre bénévole de l'association G-Ciné. Et est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'objectif de cette association, comment elle fonctionne ? Avec plaisir. C'est une belle association. Je ne suis pas très objective, mais c'est une association qui a 3 ans, qui s'appelle Je peux pas G-Ciné, G-Ciné pour les intimes. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de faire le lien entre les jeunes et les salles de cinéma. Donc, c'est-à-dire que au-delà d'une sensibilisation au film, au cinéma, etc., c'est de s'assurer, en tout cas, de donner la possibilité aux jeunes de réaliser que dans une salle de cinéma de proximité, puisqu'on travaille avec les salles arrêt-essai, en fait, il se passe bien plus de choses que simplement de découvrir un film. C'est un espace de rencontre, c'est un espace de curiosité, c'est un espace de découverte. Et du coup, l'association intègre les jeunes dans son fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a des jeunes dans le conseil d'administration, dans le bureau. Donc, c'est vraiment eux qui ont les commandes, alors avec un cadre qu'on leur donne et un soutien, en fait, surtout, pour pouvoir justement participer à un projet culturel. Et c'est aussi pour faire naître des vocations associatives. C'est-à-dire que on est tout un peu picousés à l'associatif. On sait à quel point ce sont des projets citoyens qui nous tiennent à cœur et qu'en fait, quand on participe à une activité associative, on participe à faire vivre son territoire. Et que c'est une manière d'habiter sa ville et de laisser un peu sa trace, et ça fait sens. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis intimement persuadée, et c'est ce qu'on souhaite transmettre avec G-Ciné. Donc voilà, il faut aller voir sur le site, il y a énormément de choses. Oui. J'ai vu justement, on en parlait avant, c'est qu'il y a un événement, il y a des événements assez réguliers, il y a J'ai voyagé, et notamment j'ai retenu le G 10 heures pour faire un film. Ouais, c'est une attraction phare. Effectivement, au-delà d'animer des séances et de les rendre fun, parce que c'est quand même ça notre accroche, effectivement, on a mis en place depuis le début une action, un challenge qui s'appelle J'ai 10 heures pour faire un film. Alors, on n'invente pas la roue, et je crois que je suis bien entourée pour dire ça, parce que ce sont des dispositifs qui existent, c'est-à-dire donner un temps très contraint à des participants et participantes pour réaliser un film. Mais c'est vrai que c'est une action qui fonctionne vraiment très bien. Depuis le début, en fait, on a... donc, en gros, on donne un thème en début de journée. Les participants et participantes, sur les derniers événements, on avait une vingtaine d'équipes à chaque fois, donc qui nous mènent à entre 80 et 90 participants. Et en fait, ils ont 10 heures pour réaliser un film et qui est ensuite projeté le soir même dans la salle de cinéma. Et je pense que la force, en fait, ce qui fait que ça fonctionne aussi bien, c'est que c'est sur un temps condensé de une journée. Ils ont une contrainte de 2 minutes maximum, donc en fait, il faut qu'ils soient efficaces. On a 2 professionnels à chaque fois qui accompagnent les participants pour les aider, en fait, simplement dans l'écriture, le tournage et le montage du film. Et en fait, la restitution se fait en public, donc ça fait venir énormément de monde. On a fait ça avec le Mikado la première année, et c'était un super partenaire. Mais en fait, on s'est aussi rapidement rendu compte que en fait, la salle n'était pas assez grande pour accueillir les publics, donc les familles principalement, pour voir les films. Et donc, du coup, on a eu le plaisir de faire ça à l'Auditorium Céno sur la dernière édition. Et on fait la prochaine édition. Et après, je vais laisser parler Pascal qui trépigne en face, qui a lieu à Cluse. Donc, j'en profite pour toutes celles et ceux qui sont intéressés. On fait un G10 heures à Cluse le samedi 6 avril. Donc les inscriptions vont être ouvertes là incessamment sous peu, donc ouvrez l'œil. Non, c'est juste une question. En fait, tu parles de 80 participants, mais au niveau logistique, ça doit demander beaucoup de... Oui, alors je te cache pas que c'est lourd. En fait, on a besoin, on a une équipe de bénévoles. On a en général 2 ou 3 adultes et 4 ou 5 jeunes. En interne, donc de G-Ciné, là on gère l'accueil, les inscriptions, toute la communication, les animations, parce que du coup on fait des animations entre le moment où où ils nous restituent les clés USB et le moment de la projection et des libérations de jury, etc. Donc les jeunes font des animations dans la salle pour garder les gens avec nous. Mais en fait, comme ce sont des équipes entre 1 et 5 participants et participantes, ils se gèrent en fait. Et ils ont leur propre matériel. Ils ont leur propre matériel, tout à fait. Donc, donc tu parlais de jury, il y a une compétition ?
Oui, une compétition toute proportion gardée, hein, mais effectivement pour le fun du challenge, on a différents prix. J'ai tout déchiré, ça c'est le premier prix. J'ai bien cadré, j'ai tout essayé. Et puis il y a le prix du public, et c'est un prix qui est donné à l'applaudimètre, donc je vous fais pas de dessin sur le bruit que ça fait. Et ça marche très bien. Et la première édition, on n'avait que un prix du public, et c'est vrai que notamment on a été sollicité par le Maroc, par l'Institut français en fait, de l'antenne de d'Oujda au Maroc, pour venir faire un G10 dans le cadre du Festival international du film maghrébin d'Oujda en octobre dernier. Wow. Donc on a eu le grand plaisir d'aller à Oujda et surtout d'emmener des jeunes. On a emmené 2 jeunes avec nous, qui ont pu encadrer tout ça. Et ça a été un énorme succès. Et là, il y avait remise des prix sur scène, cérémonie de clôture du festival. On était en robe, etc. C'était assez dingue. Tapis rouge, quoi. Je sens Pascal intéressé. On pourrait en parler sans problème. Alors justement, on pourra faire une émission spéciale. C'est ce qu'on s'était dit. C'est ce qu'on s'était dit. Voilà, la session G-Ciné, super intéressant. Et justement, on s'est dit que ça vaudrait le coup de consacrer un prochain épisode. Donc, on y reviendra prochainement. Pour l'heure, je voudrais aborder avec toi un autre sujet. Alors, comme l'a fait remarquer Florent avec son humour légendaire, nous enregistrons cette émission le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Et donc, durant les derniers Césars, nous avons vu triompher les trois réalisatrices, Justine Triet pour Anatomie d'une chute, Kauter Benania pour Les filles d'Olpha et Monia Choukri pour Simple comme Sylvain. Il y a aussi le César d'honneur pour Agnès Jaoui. Et puis aussi, nous avons entendu Judith Godrèche sur les violences qu'elle a subies lorsqu'elle était jeune actrice. Donc, tout ce contexte fait que, je t'ai proposé, en ta qualité d'universitaire du cinéma, de nous parler de l'évolution de la représentation des femmes au cinéma. Et ceci à travers, pour toi, quels seraient les films marqueurs de cette évolution. Alors, quels sont les films que tu as identifiés? Alors, on peut parler de films tout de suite, mais je peux donner quelques titres tout de suite, et puis après je vous donnerai un petit peu un contexte, parce que ce qui me semble important, parce qu'on a tous des listes, c'est génial les listes, mais c'est effectivement très subjectif et ça nous emmène dans plein d'endroits différents. Moi, ce qui me semble vraiment intéressant dans cette question, c'est de creuser pourquoi c'est si important de décortiquer ces représentations, et quel impact ça a véritablement, concrètement, sur nos rôles en fait de citoyens et citoyennes, et sur la manière d'être en société. Allez, pour donner quelques petits bonbons croustillants de films, disons que quand on en parle, quand j'en parle autour de moi, ce qui sort beaucoup, c'est Thelma et Louise, qui est un classique qui revient énormément. Wonder Woman aussi, qui revient, on l'avait vu ensemble quand on préparait l'émission. Alors moi, je retiendrai surtout, disons, Alien, donc 79, le premier, et Kill Bill, en termes de héroïnes badass. Vraiment, les héroïnes badass, surtout, donc qui n'ont pas froid aux yeux, bien sûr, mais surtout qui sont violentes, mais dans une violence qui était jusque-là l'apanage des hommes. C'est-à-dire que, véritablement, et on le verra après dans des séries, ça c'est pareil, là on parle de cinéma, mais j'aimerais, en tout cas je propose qu'on parle de représentation, et du coup qu'on inclut les séries, qui sont maintenant absolument... incontournable quand on réfléchit aux représentations. Donc ces 2 films qui, pour moi, permettent de voir en fait des héroïnes dans des symboliques qui sont complètement inversées par rapport à une répartition plutôt ancestrale de hommes solides et violents versus femmes fragiles et douces. Bon, voilà, c'est très classique. Et notamment dans la façon où, juste pour reprendre le personnage de Ripley, donc incarné par Sigourney Weaver, je rappelle qu'elle défonce des aliens, donc tout le film, tandis que les hommes se font pénétrer par la bête et écarteler en donnant naissance à d'autres monstres. Donc en fait, c'est juste des détails de représentation, mais qui symboliquement en fait marquent
les inconscients et ensuite donne matière à d'autres productions qui suivront. C'est vrai que c'est un homme qui accouche de l'alien, quoi. Oui. Ouais, cette fameuse scène. Exactement. Et puis il y a un symbole phallique énorme. Enfin, je veux dire, comment dire, l'apanage qui tue, en fait, c'est quand même un phallus. Enfin, en tout cas, on peut le voir comme ça, ou une épée. Mais du coup, on revient au phallus qui pénètre les hommes, en fait, là-dessus. Et dans les représentations, du coup, très violentes, notamment, on a du coup Big Little Lies, qui est une série qui a fait date, qui continue de faire date, parce qu'elle n'est pas terminée. On va avoir une saison 3 qui va sortir. Donc, une série qui est notamment produite par ces actrices. Et ça, c'est hyper important, donc notamment Reese Witherspoon et Nicole Kidman, et qui, du coup, montre aussi que les femmes, justement, à un moment, sont amenées à une violence qui est en fait la résultante de la survie, véritablement, et qui pose toute la question, justement, des thèmes qui accompagnent la représentation des femmes. Donc là, j'ai commencé simplement par la violence, mais il y a énormément de thèmes qui, du coup, entourent justement la représentation des femmes. On pourra y revenir, mais avant de... Je ne sais pas, est-ce que vous avez peut-être envie de partager d'autres titres, et je pourrais j'avais revenir posé après aussi au contexte à chacun. global. Est-ce que les uns les autres avaient des films qui vous ont marqué dans cette représentation des femmes? Est-ce que... Oui, alors moi, à l'époque où j'étais encore jeune étudiant, je suivais un cours sur le cinéma américain, et il y avait un réalisateur qui s'appelle Nicholas Ray, que vous connaissez peut-être au moins pour un de ses films, La fureur de vivre en français. En anglais, c'est Rebel Without a Cause, donc un rebelle sans cause, si je le traduis littéralement. Donc ça, ce film, c'est avec James Dean, mais c'est pas pour ce film-là que je le retiens. On avait vu 3 films. Le premier, c'était Les Amants de la nuit. On a vu Le Violent. En anglais, c'est In a Lonely Place avec Humphrey Bogart. Et puis, je crois que le film s'appelle Party Girls, Traquenard en français. Et donc 3 films où on a justement ces représentations de l'homme et de la femme un peu classiques qui vont être décalées, légèrement détournées, et ce, de manière assez fine par la mise en scène ou par le scénario, par les dialogues. Voilà. Et de voir que déjà dans les années 50, il y avait des gens qui pouvaient travailler là-dessus sans forcément revendiquer quoi que ce soit, mais déjà dans les années 50, on peut trouver du cinéma qui est à tendance féministe d'une certaine manière, ou féminisant, je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais... Ça me permet de rebondir. Tu parles des années 50, et un des films, il y en a eu d'autres, mais c'est le film de Elia Kazan qui s'appelle Baby Doll, d'une l'œuvre de Tennessee Williams, et un peu comme, enfin même je dirais plus que dans Lolita, on ressent les intentions malsaines de 2 hommes vis-à-vis d'une femme. L'un veut que cette femme lui appartienne, mais par le biais du mariage, on va dire une possession contractuelle, et l'autre plus une possession sexuelle. Donc, et là, je trouve que là, on a vraiment la parfaite démonstration des méfaits du patriarcat. Et j'ai là pour redire ce que tu disais, Johan, c'est que effectivement, moi, je trouvais que pour l'époque, donc c'est le film de 56. On est sur un film assez audacieux sur ce discours sur le patriarcat. Là, c'était plus affirmé dans ce film-là. Disons qu'il remettait en question, quoi. Oui, tout à fait. Et... Moi, je voulais parler aussi, peut-être un petit peu en décalé, mais du cinéma d'animation, et notamment du cinéma d'Hayao Miyazaki. Et je pense à un film en particulier, c'est Princesse Mononoke. La représentation. Les femmes sont au cœur du cinéma de Miyazaki. Tout à fait, justement, les femmes sont vraiment au cœur du cinéma de Miyazaki. Donc, Princesse Mononoke, il y a en fait 2 figures dans le film, à la fois Lady Eboshi, qui est à la tête de cette communauté de forgerons là, qui finalement qu'on accuse un peu d'abîmer la forêt pour alimenter les forges, etc. Et puis de l'autre côté, donc San, élevée avec les loups, la fille sauvage, qui elle, Princesse Mononoke, qui va affronter l'autre. Et ces représentations, ce binôme, on va aussi quelque part le retrouver un petit peu dans le voyage de Chihiro. Alors avec Chihiro, qui est une fillette toute frêle d'une dizaine d'années, qui est à la fois intègre, d'une grande pureté, mais qui arrive à surmonter toutes les épreuves
monde qui se présente à elle, y compris à maîtriser des monstres, enfin, des esprits, etc. Et de l'autre côté, la sorcière Yubaba, qui elle a un tempérament absolument exubérant, intransigeante, implacable, tout ça. Mais qui n'a pas si mauvais fond que ça. C'est toute la nuance. Voilà, c'est toute la nuance. Et c'est vrai que les personnages féminins dans le cinéma de Miyazaki sont assez importants. Du côté du cinéma français d'animation, je voulais parler quand même aussi de Rémi Chaillet, parce que ce soit dans Tout en haut du monde, le personnage de Sacha, je ne sais pas si vous connaissez le film, donc ça se passe à la fin des années 1800 en Russie. Donc Sacha, c'est une jeune aristocrate, on va dire. Son grand-père, Olukin, part pour essayer de conquérir le pôle Nord. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc elle va être amenée à partir sur ses traces. Donc à être confrontée avec des marins, tout ça. C'est vraiment un super tempérament. Et voilà. On le retrouve aussi dans le film suivant de Rémi Chaillet, Calamity, l'enfance de Martha Jane. Là aussi, on a une fille absolument avec un caractère bien trempé. Et je trouvais aussi que la représentation de la femme ou de la fille dans le cinéma d'animation aussi très important à évoquer. Oui, alors... Pareil, alors dans ce cinéma-là, elles montrent souvent des femmes, des héroïnes, que ce soit dans la violence ou dans des choses assez extraordinaire. Moi, je trouve que finalement, où là, j'ai eu quelque part, j'ai trouvé que ça changeait. C'était, en réfléchissant, je me suis souvenu du film 37 le matin, et je trouve que quelque part, alors c'est un film qu'on dit générationnel parce qu'effectivement, autant au niveau de l'image, la musique, et puis le message qu'il donnait autour de la jeunesse des années 80, plein à la fois de rêves et de désillusions. Mais là, pour le coup, on avait un personnage d'une femme qui effectivement était forte, jouée par Béatrice Dalle, une femme volontaire, mais et fragile aussi. Et je trouvais que là, pour le coup, on n'était plus dans la femme héroïne, mais aussi dans sa richesse. Et pour moi, c'est un film qui a compté, quoi, à ce niveau-là, pour le portrait qui était fait d'une femme. Là-dessus, tu as tout à fait raison. L'évolution, elle se mesure aussi justement dans l'étude des seconds rôles, là où du coup les seconds rôles ne sont structurellement dans le film pas un sujet. Et le fait, par exemple, moi c'est tout l'intérêt par rapport à le cinéma que tu évoquais de Rémi Chaillet, où c'est hyper intéressant de voir Tout en haut du monde et Calamity. Calamity, on sent que c'est le sujet. Voilà, en tout cas, ça va être abordé. Tout en haut du monde, c'est pas le sujet, mais ça sous-tend tout le discours de Rémi Chaillet. Et pour revenir sur l'animation, parce que c'est quand même là, et là c'était quand même le nœud de pourquoi c'est important d'étudier les représentations, ou au moins de les conscientiser. À défaut de les étudier, on n'a pas tous du temps à consacrer à ça. C'est de voir l'évolution notamment des princesses Disney. Mais encore une fois, il y a eu des études là-dessus. Mais si on parle de comment est-ce que la représentation des princesses et des femmes qui ne veulent plus être des princesses, en fait, impacte l'imaginaire de nos enfants. Je veux dire, c'est quand même ça le nœud, c'est de faire en sorte que nos enfants aient des modèles qui soient complètement différents. Et là, si on reprend simplement La princesse et la grenouille en 2010, c'est une héroïne noire. Merci, dont l'objectif est avant tout de monter son business plutôt que d'épouser un prince. Rebelle, évidemment, j'ai envie de dire la réponse est dans la question. Une héroïne qui est toute décoiffée, qui veut absolument pas devenir princesse. Et la Reine des Neiges. Et là, encore une fois, l'importance d'étudier les énormes succès, parce que nous, on peut faire des listes qui nous ont impactés, bien sûr. Mais ce qui est important aussi, et on le disait aussi en préparant l'émission, on évoquait Barbie, etc., c'est de voir qu'il y a des représentations qui ont un véritable impact, parce que leur canal de diffusion et leur force de frappe est absolument énorme. Et ces films-là, ils font la différence. Parce que quand dans La Reine des Neiges, on a enfin une héroïne qui n'est pas sauvée par l'amour d'un prince, qui est tout ridicule dans ce film-là, mais par l'amour filial de sa sœur, ok. Là, il y a eu une bascule quand même. C'est quand même vraiment intéressant de prendre cette mesure-là. Parce que finalement, entre la réalité et le cinéma, l'imaginaire, c'est le vase communicant. La réalité nourrit ce qu'on va nous donner à voir sur les écrans, mais évidemment, ce qu'on nous donne à voir sur les écrans, justement, impacte notre réalité. Et c'est ça qui est hyper, il me semble, intéressant et important de conscientiser, c'est qu'en fait, quand on va voir des films, et quand on est spectateur ou spectatrice, et qu'on sort de là,
en fait, on garde des traces, on garde des résidus de tout ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, de comment ça a été montré, mis en scène, et que petit à petit, on l'intègre dans notre champ des possibles. Le cinéma, pour moi, c'est ça, c'est la traduction d'un imaginaire, donc d'idées qui, jusqu'à ce qu'elles soient formulées, n'existent que pour nous, finalement. Mais une fois que c'est formalisé par le cinéma, ça y est, on a un langage commun, et on voit que, ça... Ok, ça c'est possible, j'y avais pas pensé, mais en fait il est possible de voir des corps différents, il est possible de voir des manières d'être ensemble différentes, d'où l'importance des séries comme Girls, évidemment, qui pour la première fois, Lena Dunham, qui est du coup la grande chef d'orchestre de toute la série, se montre nue et du coup dans des scènes aussi de relations sexuelles, et montre un corps qu'on n'avait jamais vu de cette manière. Je ne sais pas si vous connaissez cette série autour de la table. Je vous engage vivement, c'est presque une mission politique que de regarder cette série. J'enlève presque, c'est une mission politique. Multi-récompensé. Pardon ? Multi-récompensé au Golden Globe. Exactement. Et aux Oscars. Voilà. Et j'avais découvert Adam Driver dans cette série. Alors, oui, ça a été... C'est un acteur masculin. Mais... Voilà, j'ai envie de dire alors... voilà. Mais Lena Dunham, en fait, elle est surtout scénariste, je crois. Et donc, on l'a moins vue en tant qu'actrice. Ah non, elle a créé... C'est elle qui crée la série, c'est l'actrice principale. Oui, mais je voulais dire par la suite, en dehors de Girls. En dehors. Parce que j'ai pas d'autres exemples de films ou de séries où elle aurait joué. Par contre, je sais qu'elle est pas mal sur le scénario d'autres séries, etc. Ok. Je sens qu'il faut qu'on arrête de parler de ça. Ah non, moi je voulais juste par rapport pour clôturer au niveau du plateau, est-ce que Florent, toi tu as eu... Ah oui. Ouais, alors effectivement il y a tellement de films du patrimoine qui peuvent rentrer dans la case. Je voulais parler d'un petit film qui est sorti mercredi, qui s'appelle HLM Pussy, et qui raconte l'histoire de 3 filles qui se retrouvent embringuées dans une histoire rocambolesque. Elles dénoncent un fait de harcèlement. Donc ça se passe dans une cité, et elles dénoncent un fait de harcèlement en piégeant un des jeunes qui agresse sexuellement une des 3 jeunes. Et toute la force du film, alors ça sera certainement pas un grand film qui passera à la postérité, mais je trouve qu'il y a une actualité qui est prégnante et qui est forte, où on voit ces trois jeunes filles se dépêtrer dans un bourbier incroyable où elles sont prises au piège complètement, à savoir si elles continuent dans leur dénonciation de ces faits ignobles, et puis il y a toute la pression de l'entourage et puis des agresseurs eux-mêmes. C'est plutôt bien fait. Les 3 filles sont exceptionnelles. Et voilà, donc je vous conseille ce petit film. On note. Merci, Florent. Pour revenir sur l'impact que les représentations et ce qu'on regarde et ce qu'on nous donne à voir a sur nous, c'est compliqué de pas mentionner Sex Education, quand même, cette série qui a été du coup un énorme succès Netflix. Et encore une fois, là pour le coup, la plateforme Netflix, et donc le fait que il y a beaucoup plus de gens qui regardent Netflix qu'Univers Ciné. Alors du coup, en l'occurrence, quand il y a quelque chose, quand il y a un contenu qui est justement là-dessus, en tout cas qui propose des choses différentes, forcément la force de frappe est beaucoup plus importante. Moi j'ai été vraiment bouche bée quand je prenais le bus et que à la fin je venais de finir la dernière saison. Et là, je vois une énorme pancarte qui dit partenariat entre Netflix et le planning familial, pour dire qu'en gros, la série s'arrête, c'est la dernière saison, mais en fait, on continue au planning familial. Et que du coup, il y a un partenariat qui a été mis en place entre cette structure et la série pour dire à quel point tous les sujets qui étaient abordés dans la série, ce sont des sujets que le planning familial essaye d'aborder, d'accompagner, etc. Et que là, du coup, ça permettait enfin à des jeunes, elle est interdite au moins de 16 ans, mais franchement, il faudrait que les jeunes la voient dès 12 ans, parce qu'il faut arrêter de se voiler la face, et que du coup, ces jeunes se disent, ok, ces mots existent, on a le droit de les dire, et donc oui, je vais pouvoir avoir des interlocuteurs et des interlocutrices dans la vie pour m'accompagner sur ces questions-là. Ça, je pense que c'est un exemple assez prégnant. Voilà. Super, oui, un très 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 beau symbole. Donc merci déjà à tous pour cette discussion enrichissante. Merci Aurore, pour ton intervention. Plaisir. Alors je rappelle
une partie de ton actualité, hein, le challenge J'ai 10 heures pour faire un film le 6 avril à Cluse. Il y en a une aussi le 18 mai à Cran-Gevrier. Tout à fait, sur l'animation. C'est un G10 heures en stop motion. Donc, d'accord. Avis à tous les fans d'animation. Donc voilà, comme on le disait, c'est organisé par l'association GCD, dont on reparlera avec Aurore dans un prochain Halluciné. Avec plaisir. Et sans transition, la respiration musicale. C'est du Duduc. On peut parler Non, c'est du Didgeridoo, ça. Oui, ouais, d'accord. C'est ça. C'est Xavier Rudd? Non, c'est quoi? Alors oui, je sais, vous allez dire, et allez, encore un problème de magnéto, qui n'en sont jamais vraiment d'ailleurs. Hein. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier grandement notre ingé son, Jérémy, qui ne fait jamais d'erreur, lui. C'est un vrai magicien qui arrive presque à vous faire croire que nous ne sommes pas si mauvais que ça finalement. Non, ces erreurs de magnéto sont plutôt des hommages à nos invités. Donc aujourd'hui, pour toi, chère Aurore, et également... Ça sent l'Australie, ça. Et également, un petit clin d'œil pour te dire que si tu veux devenir notre régulière, sans double sens, Martial. Je te remercie pour la précision. Nous t'accueillerons avec grand plaisir. Je vais te prendre au mot. Attention. Hommage, disais-je, comme ce titre qui suit d'ailleurs, pour lequel je dois bien vous avouer que j'ai fermement résisté aux propositions de Martial qui voulait que l'on passe « Femme, je vous aime » de Julien Clerc ou encore le « Toutes les femmes sont belles » de Franck Michael. J'avais pensé à un petit Dionysos pour le frangin. Non, ici, place à la musique. Et à quelques jours du 8e anniversaire de sa disparition, car à l'instar d'un David Bowie, ils ont tous les deux la mauvaise idée de nous quitter en 2016, cet hommage d'une empourpre à toutes les femmes auxquelles je m'associe, enfin presque toutes, car comme le chantait le regretté Renaud, femme du monde ou bien putain, qui bien souvent est les mêmes, femme normale, star ou boudin, femme en tout genre, je vous aime.
far behind. 'Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. 'Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. The most beautiful girl in the world, so beautiful, beautiful. It's plain to see, you're the reason that God made a girl. Vous venez d'écouter le Kid de Minneapolis, Prince, avec son titre The Most Beautiful Girl in the World, paru en 1995 sur l'album The Gold Experience. Et tout de suite, le tir au pigeon. Oups. Avec aujourd'hui 2 films. On va commencer avec Dune 2 de Denis Villeneuve. Évidemment, l'adaptation du roman de Frank Herbert, avec une pléiade d'acteurs où on suit Paul Atreides dans son combat pour empêcher les Harkonnen de génocider complètement son peuple. Ça, c'est un résumé assez succinct. Et on va commencer par Aurore. Eh bien, c'est un film qui m'inspire un soupir, figurez-vous. Bon, j'y allais pleine d'entrain, j'avais beaucoup aimé toutes les pistes qu'ouvrait le premier opus. Bon, après, c'était aussi sans doute dû au plaisir de la découverte, puisque j'avais pas lu les livres. Mais là, clairement, passer le plaisir de retrouver l'univers et les personnages forts, bien que beaucoup trop séduisants à mon goût, le film est un véritable défilé de mode. Je me suis bien ennuyée, me surprenant à faire le jeu des références au cours du film. Tiens, là c'est Mad Max. Ah, ça c'est le 5e élément. Ouh, là il y a Star Wars évidemment. Ce qui pour moi témoigne quand même d'un échec du film à m'embarquer dans son propre univers. Bon, la fin m'a un peu raccroché. J'irai sans doute voir le 3e dans 5 ans, je sais pas quand il sortira. Mais pour celui-là, j'étais bien contente de reprendre le cours de ma vie quand les lumières se sont rallumées. Alors bon, moi, je crois que c'est pas un secret, j'aime bien la science-fiction, que ce soit au cinéma ou dans la littérature. Quand, à une certaine époque, j'ai lu pas mal de romans de science-fiction, et bien sûr, parmi ces romans, il y avait Dune, qui était considéré à l'époque déjà, à juste titre, comme une œuvre majeure. Et c'est vrai que c'est une saga qui m'a pas mal accompagné pendant un certain nombre d'années, parce qu'il y a pas seulement Dune, il y a le Messie de Dune, les enfants de Dune, l'Empereur Dieu, la Maison des Mers, donc il y a encore de quoi faire des adaptations au cinéma. J'avais vu l'adaptation de David Lynch en 84, adaptation assez décevante. Bon, il faut dire que David Lynch a pas eu le final cut en fait sur son film, c'est vraiment... Voilà, c'est pas du tout l'œuvre, je crois, qu'il a voulu faire. Et là, c'est quand j'ai vu l'adaptation de Denis Villeneuve, enfin en tout cas la première partie, je l'ai trouvée assez convaincante en fait. J'ai beaucoup aimé l'univers visuel, l'univers sonore, l'univers musical aussi, les décors, les costumes, et donc une fidélité certaine à l'œuvre de Frank Herbert. Je rappelle quand même que le roman il a été écrit en 1965, et puis les thèmes abordés par le roman, donc ils étaient quand même relativement peu abordés à l'époque. La colonisation, le fait d'envahir un territoire pour s'emparer d'une ressource qui s'y trouve, au détriment des populations autochtones, la place des femmes dans les enjeux de pouvoir, comment la congrégation du Bene Gesserit va agir dans ses propres intérêts,
L'écologie, bien sûr, hein, on est sur une planète où la ressource en eau est quasiment inexistante, donc précieuse. Et puis aussi le pouvoir, les enjeux de pouvoir qui corrompent. Hein. Paul, même s'il a toutes les bonnes intentions au départ, il finit par être pris dans cet engrenage. Et voilà, je pense pas que ce soit d'ailleurs... Frank Herbert n'en fait pas une figure de héros traditionnel, justement, mais c'est un héros avec plein de failles, entre autres. Donc, dans la même journée, moi, j'avais revu la première partie de Dune et ensuite la deuxième partie au cinéma. Courageux. Et même si dans la deuxième partie, j'ai trouvé la narration un peu décousue, parce que par moments, en fait, j'ai eu l'impression qu'il manquait des transitions. Mais contrairement à toi, Aurore, moi, j'ai pas vu passer les 2h45 de film et ça m'a vraiment beaucoup plu. Moi, j'ai trouvé ça brillant. Le premier m'avait peu enthousiasmé, c'est peu de le dire. J'ai trouvé joli, mais un peu vain. Mais celui-là, waouh. Enfin, il y a un sens du cadrage fou. Hein. C'est plus le côté technique qui m'a plu. Ces gros plans de visage sont dingues. Il filme les foules de manière assez incroyable. Il filme le désert comme jamais auparavant. Je trouve que même David Lean peut aller se rhabiller. David Lynch aussi, mais ça c'est plus par rapport effectivement à son film de 84, qui est définitivement enterré, et tant mieux. Et puis il y a un son, il y a une maîtrise, il y a une utilisation du son qui est époustouflante, et à tel point que dans certaines scènes, j'en étais presque à la limite du pneumothorax. Donc non, il y a pas, voilà, ça m'a beaucoup plu. Il y a une force impressionnante et ça en fait un film puissant, selon moi. Alors pour moi, j'ai effectivement très clairement préféré ce deuxième film au premier, que j'ai trouvé plus rythmé et davantage captivé par l'intrigue, et effectivement connaissant un peu mieux les personnages, j'ai pu plus me rentrer dans le film. Par contre, ça reste un film assez éprouvant. Parce que 2h45, il y a un bon tiers de... 46, c'est la minute de trop. 46 d'effets pyrotechniques avec une musique. Là, pour le coup, la musique d'Hans Zimmer, j'ai trouvé ça assez emphatique et de choses très percussives. Alors, il y a des choses plus intéressantes après avec... dans des moments plus doux, mais globalement, je trouve que waouh, c'est assez éprouvant. Alors, pareil, comme dans le 1, je trouve qu'il manque quand même des codes à ceux qui n'ont pas lu le livre. Hein. Je trouve que tous les enjeux avec toutes les familles, Atreides, Harkonnen, Fremen, tout ce qui s'ensuit, j'avoue que des fois, j'étais un peu paumé. J'ai par exemple pas compris, tu pourras peut-être me l'expliquer en off, mais la différence entre les Fremen du Sud et les Fremen du Nord, alors ça, j'ai pas du tout compris. Pareil, sur la fin, j'ai pas compris pourquoi le Paul, d'un seul coup, se précipite sur la fille de l'empereur. Enfin, j'imagine qu'il y a un côté stratégique, mais je trouve que le film montre une belle histoire d'amour entre le Paul et Chani. Et puis, d'un seul coup, dans les moments, non, c'est toi. Donc ça m'a un peu... Ouais, j'ai trouvé ça un peu bizarrement amené. Alors... Après, ce qui m'amusait aussi, c'est qu'on sent que Villeneuve a voulu inscrire son film dans l'actualité. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais les Harkonnen, on trouve qu'ils ont... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'ils ont tous des têtes de soviétiques. les Fremen font penser un peu le peuple palestinien. Alors, autre chose aussi, c'est qui montre qu'il veut moderniser son truc. On frise le plagiat, et là, c'est mon frère, Fabien, qui me fait remarquer la correspondance entre Dune et Matrix. Notamment la fameuse scène où Chani ramène Paul à la vie, et d'un seul coup, ça fait que Paul prend vraiment conscience qu'il devient l'élu. Et effectivement, il y a la même séquence dans le premier Matrix, où il y a Trinity qui ramène Neo à la vie avec un baiser, et c'est à partir de là qu'il prend conscience de la matrice et qu'il devient lui-même l'élu. Donc je trouve que la ressemblance est assez troublante. Après, s'il y a quelque chose à d'y voir, Pascal. Non, justement, pour répondre par rapport à ça, donc comme je disais, le bouquin a été écrit en 1965, et donc ça fait partie, enfin dans mon souvenir, ça fait partie du bouquin. Ah, ok. Et donc pour rejoindre, donc il y a une antériorité, et les références sont pas les mêmes. Si tu prends par exemple l'intrigue d'Avatar, des gens qui viennent sur une planète, qui viennent prendre
des ressources minières au détriment de la population locale. Ah ouais. Ensuite, un personnage qui est de cette population d'envahisseurs, de colonisateurs, qui va finalement tomber amoureux d'une personne du peuple autochtone et qui va mener une révolution. Ouais. James Cameron, il a rien inventé. En fait, il a piqué dans Dune. T'es en train de dire que Frank Herbert, il a tout. Voilà, il a tué le game, quoi, au niveau de la science-fiction. C'est normal aussi de voir tant de références, puisque est crédité à la fin Philippe Drouillet, qui est quand même le maître de la science-fiction au niveau BD, et qui a inventé tous les codes de science-fiction qui ont été pompés par Star Wars, Avatar, qui ont été pompés depuis 40 ans. Donc la logique qu'on retrouve ces influences dans le film, c'est logique. Ouais. Mais sauf que là, on n'est plus sur du pompage, on a le maître absolu qui fait passer ces influences. Alors juste pour finir, je voudrais saluer quand même, et c'est ce que tu as souligné Florent, c'est qu'il y a quelque chose que je trouve très très beau dans le film, c'est la manière qu'il a de filmer les visages. En fait, je trouve que les plans sur les visages, aussi bien de Christopher Walken, bien sûr Timothée Chalamet, mais je trouve que il sait filmer les visages un peu comme des paysages, et je trouve que ça, c'est pour moi la grande réussite du film. Ouais, on s'est beaucoup acharné sur Chalamet, qui est effectivement hype en ce moment, et puis, je ne cherche pas à le défendre plus que ça, et c'est pas parce que c'est un supporter de Saint-Étienne que je dis ça, mais cela dit, et il s'en sort pas si mal, hein, évidemment. C'est pas, mais tous les acteurs sont Javier Bardem évidemment, et comme à son habitude incroyable, et évidemment Rebecca Ferguson, et d'ailleurs je me demande même si elle n'est pas en train de devenir the next new Jodie pour moi. Cœur avec les doigts. Si je peux me permettre, même si j'ai pas vu le film, en fait, j'avais une attente très mitigée sur cette deuxième partie par rapport au 1, qui en fait m'avait fait l'effet d'une grande bande-annonce, voilà, où il se passait pas grand-chose, mais beaucoup d'effets pour mettre le spectateur, pour impressionner le spectateur un petit peu, et puis bien faire les choses. C'est aussi la marque de fabrique de Denis Villeneuve, hein, il aime bien, dans Blade Runner 2049 ou dans Premier Contact, il aime bien avoir des gros effets comme ça, de pesanteur, donc très bien, peut-être que ça fonctionne bien avec Dune, mais du coup je me retrouve pas mal dans l'impression, le retour d'Aurore, et je crains en fait le visionnage du 2 et que ce soit une redite du 1, mais bon, d'après ce que j'ai entendu, le 2 évolue aussi, donc voilà, donc le 1 c'est la bande-annonce pour moi, peut-être dans le 2 ça va être le début du film, et puis dans le 3 on aura le développement. Bon c'est bien, on t'en a pas dégoûté. Non. C'était donc nos avis sur Dune 2 de Denis Villeneuve, qui nous a partagé comme vous l'avez compris, et on passe au prochain film qui est Dali de Quentin Dupieux, avec Anaïs de Moustier, Édouard Baird, Jonathan Cohen et plein d'autres. C'est pas un biopic à proprement parler, c'est plutôt une nouvelle pochade de Dupieux. Il fallait bien ce doudingue pour s'attaquer au génie espagnol. Aurore, à nouveau, à toi. Allez, je commence. Eh bien, c'est mon 3e Dupieux. Je suis pas très bon public de l'absurde, faut bien l'admettre. Et donc, c'est très peu au regard de ces 18 films et séries réalisés en 23 ans de carrière. Hein. C'est un des réalisateurs les plus prolifiques en France. Moi, j'avais vu Wrong, qui m'avait laissé totalement perplexe et qui m'avait profondément ennuyé, faut bien le dire, et carrément endormi. Merci le confort des sièges du Parnal à l'époque, je me souviens bien. Et puis Yannick, l'année dernière, que j'ai absolument adoré. Je me suis fait totalement cueillir contre toute attente par l'intelligence et la justesse de cette réflexion sur notre rapport à l'art, sur la consommation de la culture et notre place et rôle de spectateur dans cette industrie. J'étais vraiment sortie hyper enthousiasmée. Et par conséquent, je suis allée voir Dali un peu comme on revoit un ami qui nous a fait vivre de merveilleux moments, mais dont on sait qu'il peut aussi nous jouer des tours et profondément nous fatiguer et nous ennuyer. Et bien malheureusement, c'est la deuxième option qui l'a emporté. Une fois qu'on a compris et éventuellement un peu souri du dispositif des acteurs interchangeables sur le personnage de l'artiste, le film s'est résumé pour moi à un exercice de style qui tourne à vide, qui place le spectateur face à une sorte de compétition de jeu d'acteurs sans grand intérêt. Qui d'Édouard Baird, Gilles Lelouch, Pio Marmaille et Jonathan Cohen fait le meilleur Dali, sachant qu'ils visent absolument tous le même type d'interprétation. Donc en plus, il n'y en a aucun qui se démarque vraiment de l'autre, parce qu'ils la font tous, en tout cas moi, dans la manière dont je l'ai reçu.
sur le même registre, dans l'emphase, etc., et qui laisse une Anaïs de Moustier bien empêtrée dans tout ça, dans un rôle de personnage assez oubliable. Et du coup, dans le thème qui nous occupe aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un film qui est, encore une fois, sur les délires mégalos d'un artiste, sur lesquels déjà on a énormément produit, énormément réfléchi. Moi je suis contente de l'avoir vu pour pouvoir vous en parler aujourd'hui, mais en bref, pour moi Dupieux s'est sans doute bien fait plaisir, et les acteurs sans doute aussi, mais c'est quand même mieux quand les spectateuristes se font plaisir aussi. Moi, ça m'a plu. J'ai tout ce que tu as pas ressenti, tout le côté absurde, je pense qu'il y a ça. Mais c'est très clivant, hein. Ouais, totalement. C'est un film très clivant. Et je sais pas, il y a évidemment plein d'idées, et heureusement, parce que Dupieux est comme ça aussi, et c'est vraiment le cinéma de Dupieux. C'est-à-dire qu'il il est presque un peu tendre. Il va peut-être pas au fond des choses dans celui-là, parce que je pense qu'il pouvait en faire encore plus. Il l'a déjà montré avec principalement Rubber, qui est quand même l'histoire d'un pneu serial killer. Donc j'ai vu le pitch. Ouais, j'ai vu le pitch. Et il en fait Dupieux, c'est court, hein, comme d'habitude. Il en fait 1h15, mais c'est grotesque, mais ça vaut absolument le coup d'œil. Enfin, pour moi, c'est mon Dupieux préféré. Moi, le petit reproche que je pourrais lui faire, effectivement, c'est de pas y être allé à fond, et que visuellement, il y a plein d'idées, il y a plein de références, plein de petits clins d'œil. Au tableau de Dali, et heureusement. Et le point faible, c'est plus effectivement au niveau de l'interprétation, avec l'hétérogénéité des 6 acteurs. Alors Baer et Cohen sont excellents, Lelouch moyen, Pio Marmaille égal à lui-même, mauvais. Et bim, ça c'est fait. Si jamais on en doutait. Mais sinon, ça se regarde. Ça m'a touché, ça m'a plu. J'attendais à peu près ça, donc j'ai été comblé. Puis ça t'a touché. En fait, c'est ça qui m'interroge. Ouais. C'est que pour moi, je vois un exercice de style. C'est un objet cinématographique très intéressant. Voilà, c'est un exercice de style. Rien. Moi, je vois ce genre de film, c'est uniquement sur l'intellect. Et c'est vrai que j'ai réussir à m'ennuyer sur 1h12. Mais c'est un exercice de style. Et l'œuvre de Dupieux est un grand exercice de style. Ouais, mais Yannick, tu vois, il y avait autre chose. Il y a un peu plus. Autre chose, justement, parce qu'il met la pédale douce sur la forme. Dans Yannick, selon moi, pour amener le contenu à se développer beaucoup plus, et du coup il laisse la part belle à des acteurs qui ont la place de faire autre chose que juste l'exercice de style. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Pour une fois, là où ça m'a plu aussi, où il me laisse sur une bonne note, c'est qu'il arrive à finir un film, ce qui n'est pas du tout le cas de tous ces autres. Mais moi j'ai passé un bon moment. C'est pas mon Dupieux préféré, mais ça m'a fait plaisir. Voilà, donc c'était nos avis sur Dali de Quentin Dupieux, et vous avez pu vous apercevoir à nouveau que nous étions partagés, ce qui ne vous empêche pas d'y aller quand même. On va passer au coup de cœur de vos coups de cœur, avec Aurore à nouveau. Eh bien, mon coup de cœur de ce mois-ci, alors qui est un petit peu décalé, parce que moi j'ai eu le plaisir de voir cette petite pépite au Festival des Arcs, donc en décembre 2023, c'est Sans jamais nous connaître. Et vraiment, pour moi, c'est un film qui est d'une délicatesse assez remarquable, qui m'a complètement embarqué dans les voyages très douloureux, mais si intenses que sont l'amour et le deuil, porté par une mise en scène très très belle, très fine, et des acteurs qui arrivent à mettre de la pudeur, justement, et de la finesse, difficile de trouver un autre terme, dans des thèmes qui auraient vraiment pu très facilement les faire tomber dans le pathos. C'est vraiment très très beau esthétiquement, c'est très bien écrit, ça prend son temps. C'est à notre époque où on voit la majorité des films sont clippés. Là, il prend le risque des silences, il prend le risque justement du temps, et je trouvais que c'était une parenthèse intérieure extrêmement bien partagée pour le coup en termes d'imaginaire. C'est très beau, je surrecommande.
Alors, pour ma part, le dernier film que j'ai vu, c'est La ferme des Bertrands, qui a déjà bien fait parler de lui. Et il se trouve que moi, je ne m'attendais pas à grand-chose avec ce film. Je me dis, ça parle globalement de fermiers, d'agriculteurs en Haute-Savoie. C'est bon, je connais, même si je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Et en fait, c'est toujours très, très intéressant de voir surtout l'épreuve du temps sur des vraies personnes, en fait, qui on pourrait croire très proches et en fait on n'a pas idée du quotidien et de la vie ou de la façon comment ces personnes peuvent s'exprimer et il se trouve que le film est très bien tombé aussi dans l'actualité nationale. Quel timing incroyable, hein. Il a eu de la chance, je pense que ça l'a porté aussi un petit peu, mais c'est aussi coïncidence, la je renommée, ne crois pas. Ouais, c'est aussi la renommée de Gilles Perret évidemment et en fait le film est très bien fait de ce point de vue. Moi, il m'a beaucoup touché. Voilà, je m'attendais pas à être ému aux larmes. Et en fait, on est vraiment pris par un documentaire qui est sans grande ambition. Il y a vraiment quelque chose de très proche de la réalité, très humain. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, en ce qui me concerne, mon coup de cœur, c'était The Sweet East, mais j'en ai déjà parlé la dernière fois. Bon, je rappelle quand même qu'il sort le 13 mars, donc allez le voir. Et 13 mars, alors... Florent, tu l'as dit, mais voilà, c'est l'anniversaire de mon frangin, donc je lui souhaite un très bon anniversaire. Il passe la barre des 50 ans, et donc je voulais le rassurer, ça ne fait pas mal. Plein de bisous à toi, Fabien. Alors, en termes de coup de cœur, j'ai 2 coups de cœur. Un court-métrage, en fait, de Anna Apner, qui a été primé au Nikon Film Festival. Et en fait, le film s'appelle Imagine. C'est un film qui démarre par la voix, on imagine que c'est la réalisatrice, et qui dit « Imagine un enfant qui fête son anniversaire, il a 13 ans ». Le film dure 2 minutes. C'est une suite de séquences où on voit des enfants de 13 ans devant un gâteau d'anniversaire, donc on voit plusieurs mises en scène. Alors le synopsis, c'est « Aucun enfant n'a fait d'heures supplémentaires pour les besoins de cette vidéo, car... il n'existe pas ». Le film a été réalisé avec Midjourney. On est dans des images qui paraissent à la fois très réelles, et c'est ça qui est assez impressionnant, et avec une étrangeté à peine perceptible qui instaure un vrai malaise, quoi. Oui, je dirais même c'est effrayant. C'est effrayant. Voilà, le film est à la fois effrayant et fascinant. Et puis deuxième coup de cœur, en fait, alors il y a une quantité phénoménale de chaînes YouTube consacrées au cinéma. Et j'ai mon fils Mathis qui m'avait fait découvrir dernièrement un podcast, une chaîne YouTube, mais aussi podcast, qui s'appelle Le Pire Podcast du Cinéma. Donc c'est fait par un gars qui s'appelle Victor Bonnefoy, qui a une certaine légitimité parce qu'il a longtemps œuvré sur le pseudo, je ne sais pas si vous connaissez, In the Panda. Ah. Voilà. Et donc ce gars, il est très très productif. Hein. Il fait 3 épisodes de 30 minutes par semaine, lundi, mercredi et vendredi, avec un débit hyper rapide. On dirait Antoine Decaune, période rapido. Par contre, c'est très documenté. C'est un gars qui est passionné. Juste pour l'anecdote, ce Victor a parié ses cheveux que Raphaël Quénard gagnerait les 2 Césars, espoir et meilleur acteur. Et donc, il a perdu. Et donc, de l'épisode suivant, il était la boule à 0. Donc, c'était plutôt marrant. J'ai pas parié, mais ils tombent tous. C'est l'avantage. Voilà. Dernière anecdote, depuis sa création de ce podcast, qui date de 7 mois environ, il a célébré aujourd'hui, ce 8 mars, le 100e épisode. Et là, pour le coup, il a fait un spécial making-of. Donc, savoir comment on fait un épisode sur YouTube, comment on fait un podcast. Et je trouve, allez le voir, parce que c'est très instructif pour les gens qui voudraient se lancer dans ce genre de chaîne, de podcast. Voilà, donc c'est un passionné qui est à la fois passionnant à écouter. Donc, double raison d'aller voir sa chaîne YouTube. Voilà. Vous allez peut-être dire que je ne fais pas comme tout le monde, mais moi, ce n'est pas un coup de cœur, c'est un coup de gueule. Je voulais parler de CE2 de Jacques Doyon. Pour ne pas en parler, en fait. Bonne idée. On a eu le malheur de le voir en avant-première il y a quelques semaines. Au-delà de la polémique sur le bonhomme voilà, dont on sait de tout ce qu'il en a été dit, le film est une catastrophe. Il n'y a rien à garder. C'est chaque plan. Il faudrait faire une analyse de plan. Il y a absolument rien qui tient debout. Les acteurs sont mauvais comme des cochons. Que les enfants soient pas
très bon acteur. C'est normal, mais là, et je comprends Nora Hamzaoui et c'est et notre le meilleur ami, service qu'ils pouvaient lui rendre. Mananti, là, qui veulent interdire le film, je les comprends. Ils doivent avoir honte. Voilà. Donc, a priori, la sortie est repoussée. On peut espérer qu'elle sera enterré. Et comme pour en 98 ce Baise-moi terrible de Despentes qui était une catastrophe qu'il fallait interdire, pas parce qu'il était cochon, mais parce que le film était mauvais. Je suis pas d'accord. Mais tu as le droit. Je suis pas d'accord. Mais tu as le droit. Cinématographiquement, il y a rien. Alors le film je te rejoins, le film est vraiment pas bon et oui, ce que je disais, c'est que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au film, quoi, qu'il soit reporté, voire espérant annulé, quoi. Parce que c'est très décevant pour un Jacques Doyon. Hein. Moi, j'avais beaucoup aimé Le Petit Criminel, Ponette, tout ça. C'est des films, je trouve qui sont faits d'une grande sensibilité. Mais là, je trouve qu'il s'enferme dans quelques clichés et on n'y croit pas du tout, quoi. Du coup, ce qui peut être une bonne idée, c'est d'arrêter de parler d'un réalisateur dont, là, visiblement, qui est décevant, et de faire une émission sur Virginie Despentes. Voilà. Alors moi, mon coup de cœur, il est tout récent, puisque c'est un film que j'ai vu hier matin, qui est une avant-première. Donc le film s'appelle Bourgault de Stéphane de Moustier. Il va sortir seulement le 17 avril, donc pas tout de suite dans des salles. Hein. Donc Stéphane de Moustier, hein, le frère d'Anaïs. La fille au bracelet. Et puis effectivement le film La fille au bracelet. Vous vous souvenez l'histoire de cette jeune fille accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Alors là, Bourgault, donc c'est une ville en Corse, hein, tout près de Bastia, je crois, dans lequel il y a une prison qui va être un peu au cœur du film. On va suivre donc Mélissa, qui est une jeune surveillante pénitentiaire, donc qui s'est installée en Corse avec ses jeunes enfants et son mari. Elle est interprétée par Afzia Herzi. Et là encore, on va suivre un personnage féminin avec beaucoup de tempérament. Et parallèlement à ce qui va se passer autour de ce personnage, en fait, on va suivre une enquête de police au sujet d'un règlement de compte, un assassinat de 2 hommes devant l'aéroport d'Ajaccio. Et donc on va se rendre compte que ces 2 histoires, elles sont pas tout à fait dans la même temporalité. Et c'est là que j'ai trouvé le film assez intéressant, justement, dans sa construction et dans la manière dont le réalisateur va nous amener à un point de jonction, justement, entre ces 2 histoires. Voilà, mon coup de cœur. Et on boucle la boucle avec Aurore, qui va nous crier son coup de gueule. Le coup de gueule. Alors, mon coup de gueule, il est très clivant. Il est très clivant puisque c'est quand même un film qui a reçu le prix du public au Festival des Arcs et j'en reste complètement dubitative. C'est le successeur de Xavier Legrand. Voilà, film franco-québécois. Alors, pour être concise, j'ai trouvé le film de Legrand prétentieux et hyper déceptif. En gros, après une première séquence qui est absolument magnifique et qui est prometteuse d'un film vraiment ambitieux, formellement et narrativement, c'est un film qui cherche finalement, pour moi, à être sur tous les plans. Alors, le thriller avec cette histoire de meurtre de la jeune fille cachée dans le basement, d'un côté, la comédie absurde avec la découverte du décor. Mais qu'est-ce que c'est que cette scène ? Ou encore le drame avec la scène des funérailles et de la crise de larmes, dont là, on ne sait pas trop si on est dans le drame ou à nouveau dans l'absurde, hein, parce que vraiment et à nouveau, mais qu'est-ce que c'est que cette scène ? Donc tous ces thèmes-là, ces tons-là, sans jamais en choisir aucun, ce qui pour moi donne un résultat qui est très décousu. En d'autres termes, voilà, pour moi, le film ouvre des pistes, mais qui ne les poursuit pas. Et en ce sens, c'est dans ce sens-là, en fait, que j'ai trouvé que le film n'était non pas décevant, mais déceptif. Parce que justement, il lance des choses, mais qu'il n'est pas à la hauteur. On aurait envie qu'il fasse beaucoup plus de choix. Pour moi, il n'a pas fait de choix. Et du coup, je suis passée par 3 états durant le film, qui, dans mon souvenir, est assez long. En tout cas, je l'ai trouvé long. J'étais d'abord très intriguée, puis ensuite très ennuyée, et puis ensuite en colère, parce que j'avais l'impression d'être en otage d'un film hyper prétentieux. Par rapport au film, effectivement, le film est certainement moins réussi que Jusqu'à la garde, on est d'accord. Par contre, pour moi, il y a quand même des choses qui sont réussies, notamment, tu l'as dit, la première scène d'ouverture est juste incroyable. Mais ça fait pas un film. Et
Après, on peut aimer juste pour une scène. Et j'ai beaucoup aimé, moi, la scène finalement des funérailles. Je trouve, alors tu dis qu'on est entre rire, mais j'ai trouvé, là pour le coup, j'ai trouvé ce moment de mise en scène, mais juste très très fort. Et puis, dernière chose, c'était concernant la fameuse, ce qui fait un peu polémique par rapport aux critiques, c'est la réaction qu'a ce gars face à quand il découvre la fille. On se dit, mais elle est surréaliste, cette réaction. Et moi, je trouve que finalement, c'est pas, voilà, on dit que c'est pas crédible. Allez voir le film, parce que je trouve que justement ça pose la question, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut faire face à ce genre de situation. Et pour moi, alors je dis pas que j'aurais fait la même chose ou l'inverse, mais je trouve que ça montre ça, c'est-à-dire que face à une réaction complètement surprenante, comment on réagit. Alors effectivement, lui, il s'enferme dans une logique complètement assez étonnante, et là pour le coup, le film, il y a quelques longueurs, mais je trouve que voilà, il a aussi beaucoup de qualité en fait, ce film. Et donc moi j'aurais tendance à le défendre, même si ça reste moins bon que Jusqu'à la garde. C'est justement ça la différence pour moi, c'est que le cinéma n'est pas censé, en tout cas, représenter forcément la réalité, et qu'on n'est pas là pour voir ce qui potentiellement pourrait arriver dans la réalité. C'est une mise en scène avec des choix et qui porte un discours et qui fait sens. Et en fait là, pour moi justement, cette scène, elle ne fait aucun sens, et en fait on n'a pas à savoir, enfin à mon sens, si justement est-ce que ce serait possible qu'on réagisse comme ça? Oui, tout est possible. On perd tout notre nord, j'ai envie de dire, voilà, face à une telle situation. Mais ce que lui choisit d'en faire, pour moi, est problématique et manque complètement de cohérence. Eh bien, sans transition, la chronique de Pascal. Eh bien, chronique ou pas chronique? On n'a plus le temps. Voilà, effectivement. Ah, mais je vous l'avais dit. Tata Suzette, sors de ce corps. J'avais prévu bien sûr de faire la deuxième partie de cette chronique sur Hans Zimmer, donc qui sera en grande partie reportée la prochaine fois, mais je voulais quand même rebondir par rapport à sa musique de Dune, hein, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure. Et c'est vrai que donc pour cette musique, Hans Zimmer a reçu l'Oscar de la meilleure musique, enfin pour la première partie. Et tout à l'heure, Martial, tu disais que tu avais trouvé dans la deuxième partie la musique parfois trop présente, trop appuyée. Alors c'est vrai. Dans cette deuxième partie, je te rejoins quand même partiellement, parce que pour avoir pas mal écouté la musique justement de la première partie de Dune, j'ai entendu vraiment quasiment les mêmes thèmes qui sont revenus dans cette deuxième partie, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'aurais souhaité effectivement que que certains des thèmes soient un petit peu moins présents. Alors c'est peut-être parce que je les connaissais déjà, bien qu'il y ait de nouveaux thèmes quand même qui apparaissent. Mais moi je garde toute cette qualité par rapport à la musique qu'il a fait sur la première partie. Denis Villeneuve en fait lui avait demandé de faire une musique qui évoque un autre univers, une autre époque, et donc il va faire une musique vraiment qui flirte parfois avec l'expérimental. Il va utiliser des percussions, des instruments ethniques, des voix, mais aussi des cornemuses, des guitares électriques et des instruments originaux. Il a fait appel notamment à un créateur d'instruments qui s'appelle Chase Smith, qui est musicien, qui est compositeur, et qui lui va créer des instruments originaux à partir de différents matériaux, que ce soit du métal, du bois, avec des cordes, avec différents matériaux, du plastique, etc. Et ces instruments, il les a incorporés avec d'autres instruments beaucoup plus classiques. Et lorsque Hans Zimmer a reçu sa récompense, après avoir reçu cette récompense, il a fait cette remarque, il a dit « Remporter un Oscar pour une bande originale faite de cornemuse, de guitare, heavy metal et d'une femme qui vous hurle dessus, je crois que c'est du jamais vu. » Alors voilà, juste pour terminer, je vous fais écouter justement cette femme qui vous hurle dessus, c'est la chanteuse Loire Cotler, et donc c'est une version live qu'il a fait de la musique de Dune. La
Merci Pascal, et sans transition, le quiz de Florent. Alors, assez étonnamment, on est très en retard. Ah oui, c'est très étonnant. On va raccourcir. C'est bien, du coup, je me sors à la maison. On va raccourcir le quiz et, comme d'habitude, on commence avec les années de sortie de film. Donc, le concept, chez Aurore, je t'explique, c'est tout simple. Je donne un titre de film et il faut trouver l'année de sortie. Le cercle des poètes disparus. C'est les années 80, ça. 1983. 1989, et une petite pensée à Eudoxie. Paris brûle-t-il? Oula, bien avant ça. Qui est né il y a longtemps? Dans les années 1952. 66. 66. Ah d'accord. L'ombre de Staline. Agnieszka Holland, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'est dans les années 2010. 2017. 2000, par là. C'est le film qui a sauvé ton été entre les deux confinements, Pascal. Donc plus tard. 19. Ok, 19, 2020. 2020. Ah ouais, d'ailleurs. Je pensais que c'était un peu plus... Johnny s'en va en guerre. J'adorais ce film. 72, 73 13, ouais, un truc comme ça. 71. C'est bien. 8,5. Le Fellini. 63. C'est après la Dolce Vita. Ouais, c'est ça. Le lys brisé. Ah, c'était 63. De Griffiths avec Liliane Guiche. Oula. Dans les années 1930 ou même peut-être avant. 28, ouais. Le Griffiths du cinéma de Naissance d'une Nation. David Wark Griffiths. Okay. Ah ouais. 1919. Ah oui. Donc on était 10. Lawrence d'Arabie. 56, c'est plutôt, non? 62, pensée pour François. Piège à grande vitesse, un chef-d'œuvre du cinéma. Alors je l'ai mis parce que c'est le premier film que j'ai monté. La pellicule. Ah oui. C'est le tout premier film. J'aurais préféré choisir. 86. C'était dans les années 90, non? C'est vrai. On coupera au montage. J'ai un coup de vieux. J'ai 10 ans dans les dents là. 95. 95. Ah ouais. Okay. Je te parle plus, Aurore. Tu lui as mis 10 ans. Pardon, j'avais pas du tout ce critère. Même si tu venais de le dire, j'avoue que j'étais plus sur moi quand est-ce que je l'avais vu. Réservoir Dogs. Le Tarantino, premier Tarantino. 92, ouais, j'aurais dit 92. Ouais, 92. Joli. Et Banzai. Banzai, c'est le film avec Coluche. Les années 80. Ouais. Allez, 83. Bah oui. Ah bah voilà. Il fallait bien qu'il y en ait un. Rubrique suivante avec, comme chaque mois, une nouvelle rubrique. Et autant d'habitude, Martial finit quand même par comprendre la règle, autant là, je suis pas sûr. Donc je vais essayer quand même. Je l'ai emprunté. Je vous laisse. Salut Martial. Je l'ai emprunté à quelqu'un que j'aime bien. Je vous dis pas qui parce que j'essaierai de le sortir. On va le raccourcir. J'essaierai d'en faire un deuxième bout la prochaine fois. Ça consiste à faire des associations de noms entre un titre et des acteurs, mais pas réellement. C'est-à-dire que vous n'allez pas me donner... Je vais vous donner un titre de film. Merci, là, je vois Martial qui est en train de partir. Là, vous ne voyez pas à l'image, mais là, il se décompose. Je vous donne un titre de film et vous allez me donner un nom d'acteur, mais il ne faut pas que ce soit réellement l'acteur qui joue dedans. Il faut qu'il y ait un jeu de mots. Oh là là. Même moi, tu es en train de me perdre. Hein, mais si. Non, mais donne-nous un petit exemple. Allez, mais alors, il va falloir deviner l'acteur et faire un jeu de mots. Non. Par exemple, La vache et le prisonnier avec Jamel Debbouze. Debbouze de vache. Ah voilà. Ouais, bah voilà. Ah bah voilà, donne des exemples. Voilà. Ok. Donc, au revoir les enfants. Il n'y a pas un truc avec bonjour Ah ben non. Avec Pio Marmaille. Ah, la marmaille. Ouais. Oh là là. D'accord. Non. Non, quoi? Non. C'est le Oui. No de Pablo Larraín, c'est ça, hein, c'est le film chilien là. Oui. Non, oui. Mais c'est pas un acteur, oui. Avec Omar Sy. Ah ouais. Turf.
Beastars, Ce c'est chef-d'œuvre, sur les chevaux. Ouais. Alors c'est un truc avec je sais pas, une sorte de cheval. J'ai pas vu. Il y a avec un acteur. Daniel Auteuil. Ah bah oui, pas mal. Allez, ouais, ça y est, on est chaud. Là. Alors vas-y. Encore un dernier. Un petit dernier pour la route. Tout feu, tout flamme. Je donne ma langue au feu. Avec Fanny Ardant. Ah, pas mal. Voilà, gros succès. Évidemment, fallait pas, par exemple, Trois couleurs blanc avec Dominique Blanc ou Michel Blanc, c'est trop facile. La Reine de Chabat avec Alain Chabat, non. Enfin, faut que ce soit, tu vois, mais pour un petit galop, pour le mettre en jambe, voilà. Ça aurait pu être pas mal aussi. Donc, il faut que tu reviennes la prochaine fois pour Je vais m'entraîner le soir. Voilà. On va faire le Kikaway Jeune Dent pour finir. Ah ouais, j'aime bien celui-ci. Ouais. Alors, je vais vous donner des titres de films. Alors, pas 10 comme la dernière fois, mais 5 seulement. Et vous allez essayer de trouver l'acteur ou l'actrice, ou le réalisateur ou la réalisatrice. Le lien. Star Wars 1, c'est-à-dire la menace fantôme. Oui, Harrison Ford. Non, attends. Ah, mais je sais pas, c'est quoi. Ah, pardon. Il faut attendre les 5. Ah, si tu le trouves dès le premier indice. Ouais. D'accord, l'acteur commun entre plusieurs films. Voilà, c'est ça. Domino. A Dangerous Method. Charlotte, qui est le très joli dessin animé sur Charlotte Salomon. Et Orgueil et préjugés, l'adaptation de Jane Austen. Donc c'est une actrice britannique. Keira Knightley. Ouais, j'allais dire aussi, mais c'est Star Wars avec Star Wars, la menace fantôme. Et ouais, elle jouait la suivante de Padmé. Oh là 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 là. Ok. Wow. Ah bah oui, c'est pas forcément si simple que ça. Ah, oui, j'essaye. Faut bien le deviner. Sans qu'il y ait des faut le présumer. Pièges non plus. Voilà. Giorgino, qui est le film de Laurent Boutonnat avec Mylène Farmer. La vilaine fermière. Ouais. Irréversible. Gaspard Noé. Les clés de bagnole de Laurent Baffy, qui est un film très sous-estimé. N'y allez pas, c'est une merde. Exactement. Le Grand Soir, avec une scène de concert où on voit les vents passent. Exact. Vive les vents passent. Et Adieu les cons. Dupontel. Ouais. Ah oui, mais là, ça devenait trop évident à la fin. Eh bah oui, il faut quand même que le dernier soit trouvable. Dupontel a joué avec Mylène Farmer. Mylène Farmer. Incroyable. Il a joué dans Irréversible, Dupontel. Ouais, il joue dedans. Il joue un pote de cassette. Je me souviens plus. Et un petit dernier pour la route. À nouveau, les titres, et vous trouvez l'actrice. Je vous mets un peu sur la voie. Pirates des Caraïbes 5. Tyler Rake, qui est ce film d'action sur Netflix. Frères et sœurs de Desplechin. Singé Sabour. Et Un vivant à Tunis. Ah, Golshifteh Farhani. Bien joué. Bravo. Elle est dans Pirates. Référence à lire. Incroyable. Ainsi se termine cette nouvelle édition des Hallucinés. Donc vous pouvez retrouver tous les épisodes sur radiomanie.com ou sur SoundCloud. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram en followant Les Hallucinés avec un H, 2 L, un seul E et S à la fin. Avec son désormais légendaire logo de la femme blonde, nous y mettons régulièrement quelques images des dessous et de l'arrière-boutique de l'émission. Et alors que l'époque de cette fin d'hiver est propice à se dire que c'est embêtant que la bise souffle jusqu'au banc et que se profile la Saint-Patrick et ses pintes de Guinness, il est bientôt temps de sortir de votre refuge de la Vormène. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures et possiblement quelques surprises, nouveautés et éventuellement nouvelles têtes. En attendant, vous pouvez reprendre une activité normale. À ciao, bonsoir. Au revoir. Salut. Merci.